Bienvenue à tous sur Choudour News pour cet entretien spécial avec le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue arabe. Bonjour Abdelkader Sahel. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous allons parler d'un certain nombre de sujets qui concernent l'Algérie et la région, à commencer évidemment par la question de la Libye. L'Algérie parraine officiellement les négociations. Où en est aujourd'hui le processus politique en Libye? Certains parlent d'une stagnation. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc je commencerai par dire que l'Algérie ne parraine pas un processus de négociation. L'Algérie, en tant que pays voisin, accompagne les parties libyennes dans leur effort national de parvenir à la sortie de crise. Donc nous faisons un effort d'accompagnement de toutes les parties libyennes dans le processus qui est en cours ou dans la mise en œuvre de l'accord du 17 décembre politique entre les Libyens. Nous le faisons d'abord parce que nous sommes un pays voisin de la Libye, nous partageons plus de 1001 km de voisinage avec ce pays frère. Nous le faisons parce que nous avons une histoire commune, c'est un pays avec lequel nous partageons beaucoup de choses, l'histoire, la culture. Nous le faisons parce que ce pays nous a beaucoup aidés pendant notre guerre de libération. Donc on ne peut pas rester indifférent à un moment où la Libye connaît des grandes difficultés. Donc l'action de l'Algérie a été menée dans le cadre de notre doctrine, de notre politique, dans le cadre donc, de l'approche des crises et la manière de s'en sortir. C'est la politique qui est définie par le président de la République, qui la conduit, et notre rôle c'est de l'exécuter. L'Algérie a toujours prôné les solutions politiques aux différentes crises. Nous savons que le recours à la force, et surtout à l'intervention militaire, ne mène qu'au chaos, et les exemples sont nombreux. On peut citer le cas de l'Irak, on peut citer le cas de la Syrie et ailleurs. Et pour nous, donc, nous avons toujours privilégié la solution politique. La solution politique, bien sûr, elle émane de discussions entre les différents antagonistes et à travers donc des points de compromis. Vous avez réuni à plusieurs fois, ici en Algérie, les différents protagonistes de la crise libyenne. Vous avez annoncé récemment une prochaine réunion à Alger. Est-ce que le processus avance comme vous le souhaitez? Est-ce qu'il avance bien, le processus de réconciliation en Libye? Comme vous le savez, nous sommes 7 pays voisins de la Libye. On se réunit de manière périodique. C'est l'Algérie qui a été à l'origine donc, de la création de ce groupe, ce mécanisme. La dernière session, nous l'avons eue donc au Caire il y a 3 jours. Et la prochaine session, nous l'aurons à Alger. Ça, si vous voulez, dans le cadre de la coordination des pays voisins, dans la manière de faire converger les vœux pour que nous puissions effectivement être d'un apport et être également donc à l'écoute et accompagner nos frères libyens dans la recherche de solutions. Ce que je dois dire sur ce dossier, j'ai dit de la doctrine de l'Algérie, c'est la non-ingérence dans les affaires des États. Et la doctrine de l'Algérie, c'est le règlement pacifique, quel que soit le différend, dans le cadre d'un dialogue inclusif. Et l'exemple est là, c'est le cas de la Libye. Donc nous avons défendu ce processus, et je crois que maintenant l'approche algérienne est bien comprise, et nous sommes peut-être le seul pays, je dis bien le seul pays, j'insiste sur ça, avoir des relations excellentes avec tous les protagonistes libyens. Et en parlant de protagonistes, Monsieur le Ministre, le Premier ministre Fayez Sarraj est venu plusieurs fois en Algérie. Le maréchal Haftar était là également. Est-ce que le maréchal Haftar est une option, selon vous, dans le règlement de la crise politique et militaire en Libye? En fait, nous avons reçu d'abord Salah Aguila, qui est le président de la Chambre des représentants. Elle a été suivie par la visite du maréchal Haftar. Elle a été suivie de celle de Fayez Sarraj, qui est le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale. Elle a été suivie par celle de Abdelrahman Souihli, qui est lui le président du Haut Comité d'État. Elle a été suivie également par d'autres représentants, notamment des communautés, des pairs, des députés. Donc ce mois, si vous voulez, le mois de janvier, a été un mois très chargé par des visites. Les gens viennent solliciter un peu le point de vue de l'Algérie et comment essayer de les accompagner d'abord pour faciliter le dialogue entre eux,
mais également faciliter la compréhension par d'autres partenaires étrangers qui, d'une manière ou d'une autre, s'intéressent ou sont impliqués dans le dossier libyen. Donc c'est ça le sens de ces réunions. En fait, toutes les parties sont parties prenantes. Nous, ce que nous avons soutenu comme approche, et je crois qu'elle fait son petit chemin, c'est que la négociation doit être entre les Libyens et surtout entre ceux qui ont de l'influence sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui ont des capacités, non seulement d'aller vers le consensus, et surtout d'avoir les capacités de le mettre en œuvre. Au niveau de l'approche, aujourd'hui, jusqu'à maintenant, l'approche a été de faire réunir des parlementaires. Nous avons dit dès le départ, depuis 2014, on avait attiré l'attention des Nations Unies, que dans le cadre d'une négociation, il faut que les véritables acteurs qui ont de l'influence, soit au plan politique, militaire, économique, religieux, et qui peuvent réellement s'asseoir autour d'une table, sortir avec, bien sûr, une solution, et surtout s'ils sont impliqués dans un processus de négociation, donc moralement, ils sont impliqués dans sa mise en œuvre. Donc c'est le large consensus qui est toujours recherché et sur lequel nous travaillons. Il ne faut pas oublier qu'au début, en 2014 notamment, la solution dont parlaient beaucoup, y compris des pays voisins, c'est la solution militaire. Or, nous avons fait Elle n'est plus d'actualité ? Nous avons fait des efforts pour qu'aujourd'hui, au moins, il y ait un consensus qu'il n'y aura pas de solution militaire, bien au contraire, la solution ne peut être que politique. Et ça a été, si vous voulez, un acquis, grâce à des efforts que nous avons menés en direction des Libyens, mais en direction des autres partenaires, que ce soit l'Union européenne, les États-Unis, la France, l'Italie ou d'autres. Et vous tenez toujours, Monsieur le Ministre, à ce principe de partage du pouvoir, oui, partage du territoire, non. C'est votre cheval de bataille. Ça a été notre politique, notre doctrine depuis le départ. Là où on s'est impliqué dans le cadre de médiation ou de négociation ou de facilitation, l'approche algérienne est une approche qui préserve l'État, qui préserve son unité. Nous, pour la Libye, parmi les fondamentaux que nous défendons toujours, c'est l'unité et la souveraineté de la Libye. Pour le Mali, c'est la même chose, c'est l'unité et la souveraineté du Mali. Donc il est évident que lorsqu'un pays présente des différences, le plus important, c'est de partager le pouvoir et non le territoire. Ce qui est valable pour la Libye, il est valable également pour le Mali, pour le Niger, dans d'autres situations. Et cela nous amène à parler de la lutte antiterroriste qui reste aussi le cheval de bataille du gouvernement algérien, le vôtre aussi. Vous parlez toujours de la lutte antiterroriste dans un cadre global. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, Monsieur le Ministre ? Absolument. En Algérie, nous sommes quelque part devenus une référence en matière de lutte antiterroriste. Nous sommes un pays fondateur du Forum global des Nations Unies contre la lutte antiterroriste et nous apportons beaucoup de contributions sur la base d'une expérience que nous voulons partager. Par exemple, l'Algérie, quand même, a fait depuis l'avènement, l'arrivée du président Bouteflika, toute une stratégie dans le domaine de la déradicalisation. Parce qu'aujourd'hui, ça parle beaucoup. On parle de radicalisation, que ce soit dans les pays arabes ou que ce soit dans les pays européens. Nous, on a parlé de déradicalisation. Parce que les gens, très souvent, se posent la question pourquoi les Algériens ont très peu de combattants étrangers chez Daesh. Tout ça, c'est le résultat d'une politique qui a été menée de déradicalisation. Et là, parmi les mesures qui ont été prises, il y a eu la réhabilitation de l'islam traditionnel chez nous, donc des efforts ont été faits. Il fallait redéfinir le rôle de la mosquée, lui rendre sa vocation culturelle et cultuelle, le rôle de l'école, la place, le rôle que joue la presse également, énormément. Dans le discours radical, il fallait revoir tout dispositif juridique, il fallait faire la politique de concorde, il fallait faire la politique de réconciliation nationale, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie récolte les fruits. On ne s'arrête pas là, parce que nous savons que beaucoup de pays sont confrontés à ce phénomène. Donc nous voulons partager notre expérience. Et ce qui fait qu'aujourd'hui,
Nous sommes devenus une référence soit aux Nations Unies, nous avons fait une petite publication. Absolument, la déradicalisation est le thème d'un manuel que vous avez imprimé, l'Algérie, la déradicalisation, une expérience à partager. Pourquoi ce manuel, Monsieur le Ministre? D'abord parce qu'il fallait dire ce que l'Algérie a fait dans le domaine de la déradicalisation. Ensuite, quand on parle d'une expérience à partager, nous ne voulons pas que d'autres peuples vivent ce que nous avons vécu. Donc, nous sommes toujours très disposés, disponibles pour dire comment nous avons réussi ces 15 dernières années, donc à sortir un peu de la crise que l'Algérie a vécue, qui a failli emporter l'Algérie, et qu'aujourd'hui l'Algérie vit dans la sécurité, dans la stabilité, et donc la déradicalisation a été un facteur essentiel, et surtout la réconciliation nationale a énormément joué. Nous avons fait ce manuel, nous sommes devenus une référence, et aujourd'hui pas mal de brainstorming organisent de grandes conférences, de grands ateliers sur la déradicalisation en prenant l'exemple de l'Algérie. Il y a 3 mois, je crois, en Inde, un grand think tank indien avait réuni une centaine d'experts venus du monde entier. La thématique ou le thème central, c'était l'expérience algérienne, une expérience réussie. Et les gens ont bâti un peu sur ça. Nous échangeons avec beaucoup de partenaires, non seulement tout l'arsenal juridique qu'on a mis en place dans le cadre de la déradicalisation, mais toute la politique qui a été menée par l'État algérien, par le gouvernement, par les partis politiques, par la société civile, par l'armée, par nos services de sécurité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, surtout dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. Donc ce livre a fait son parcours, c'est devenu un document officiel des Nations Unies. Nous avons fait également, nous l'avons finalisé, il sortira probablement les prochains jours, un même manuel, mais parlant de la démocratie, si vous voulez, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Parce que la démocratie, les choix démocratiques de l'Algérie, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'est pas une coquetterie. C'est pas le fait à la mode, la démocratie de la mode, non. Chez une démocratie, c'est un choix stratégique qui a permis justement de faire en sorte qu'il n'y ait plus de discours de l'exclusif, c'est-à-dire c'est mon discours qui passe et c'est le seul, ou de l'exclusion, c'est ça le radicalisme. Par contre, la démocratie, c'est s'accepter, c'est écouter les autres, c'est l'expression libre, dans le cadre bien sûr de la Constitution et des lois de la République. Donc ça aussi, c'est une expérience qui est assez intéressante et que nous voulons partager avec d'autres pays. Monsieur le ministre, à la fin du mois de janvier, vous serez avec le Premier ministre, Monsieur Sellel, pour participer et représenter l'Algérie au sommet de l'Union africaine. Le Maroc est en train d'amorcer son retour à l'Union africaine. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Enfin, il ne faut pas parler de retour, il faut parler d'adhésion. Adhésion, pour vous c'est l'adhésion? Bien sûr, c'est une adhésion. Le Maroc a quitté en 84 Non, parce qu'il y avait l'organisation de l'Union africaine, maintenant nous sommes... l'Union africaine. L'Union africaine, avec une nouvelle organisation. Est-ce que ce retour est une bonne nouvelle? Donc l'adhésion, elle se fait selon des règles, des critères et le respect de la lettre et de l'esprit de l'acte constitutif. L'acte constitutif, c'est celui qui gère un peu la vie de l'organisation. L'acte constitutif, tout État africain, géographiquement africain, peut adhérer. Donc le Maroc demande son adhésion. Le Maroc a fait une demande en 2 parties, si vous voulez. La première, elle dit que je vais adhérer à... Plutôt, je vais adhérer à l'acte constitutif. Je signerai l'acte constitutif, je déposerai les instruments de ratification. Et en même temps, je demande mon adhésion. Si elle se fait selon les règles et les critères, c'est-à-dire il faut que ce soit une adhésion à l'esprit, à la lettre de l'acte constitutif, sans condition. Et ça sera le cas? Sans condition, sans remise en cause la présence de la race, parce qu'en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Le Maroc a fait 1000 ans une tentative. D'abord, il a quitté, il y a 33 ans, l'organisation africaine, parce que la race a été admise. Il a fait 1000 ans une tentative ces derniers temps pour l'exclure, y compris au dernier sommet de Kigali, où il y a une lettre qui avait circulé qui demande l'admission du Maroc et l'exclusion de la race. Ça n'a pas marché, ça ne marchera pas.
Donc, est-ce de la même organisation deux États? Donc, je crois que c'est une bonne chose. Alors, le roi du Maroc devait participer à ce sommet, finalement sa venue a été annulée. Les responsables du Polisario ont dit que c'était une bonne nouvelle, cette adhésion du Maroc. Dans quel état d'esprit on peut déclarer cela, monsieur le ministre? Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle? Pour faire avancer le dossier sahraoui sur le roi? Parce que l'acte constitutif est très clair. Oui. À partir du moment où il y a deux pays membres, à part entière, qui ont les mêmes droits, l'acte constitutif prévoit le règlement pacifique des différents États. Donc nous sommes dans cette logique. Demain, rien n'empêche l'Union africaine de mettre en place un comité pour essayer donc de faire en sorte qu'il y ait un règlement pacifique d'un différend qui existe entre la République sahraoui et le Maroc. Donc moi je comprends un peu l'intérêt que porte le Polisario et les Sahraouis donc à la présence avec le Maroc dans l'organisation, parce que l'organisation elle-même prévoit, comme je le dis, dans ses différents dispositifs, que ce soit la constitutive ou dans les règles ou le règlement qui gère le Conseil de paix et de sécurité, qu'il faut recourir à la négociation entre deux pays membres dans le cadre de différends. Il y a un différend territorial entre le Maroc et la race, donc ça sera l'endroit idoine. Donc c'est bon, si les Sahraouis se félicitent, c'est parce que le Maroc sera, s'il est admis, sera membre de l'organisation en même temps que la République arabe sahraoui. Dans ce cas-là donc, le recours à la négociation au règlement pacifique des différends puisse le faire. Autre chose, ce qui est important et fondamental, c'est que la Constitution lui-même soutient, toujours soutenu, la décolonisation du continent et soutient le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc là aussi, je crois que la réaction du Front Polisario, elle se fonde sur ces deux aspects, et je crois que ce qui a été rapporté, ce que moi-même j'ai lu par les déclarations du secrétaire rentre dans le cadre de cette logique. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut préserver l'Union africaine et préserver son unité. L'Afrique a fait sa mue, elle a fait une grande mue. L'Union africaine, à travers des actions de solidarité, a fait des avancées extraordinaires. C'est un continent émergent qui aujourd'hui s'impose dans le dialogue des nations. Aujourd'hui, l'Afrique a une approche commune sur la réforme, par exemple, du système des Nations Unies, sur l'élargissement du Conseil de sécurité. L'Afrique a une position commune sur tout ce qui touche au climat. L'Afrique a une position commune dans le cadre des partenariats qu'elle a multipliés avec la Chine, avec l'Inde, avec les États-Unis, avec l'Europe, avec d'autres partenaires, l'Amérique latine. Donc l'Afrique parle d'une seule voix. Parle d'une seule voix parce qu'elle est unie et parce qu'elle a les mêmes préoccupations. L'Afrique a fait le NEPAD. Le NEPAD, c'est une stratégie de développement du continent. L'Afrique a une projection sur le développement du continent aux horizons 2063. Donc, toutes ces grandes actions font du continent un interlocuteur. C'est un acteur qui ne s'y plus, mais c'est un acteur dans les prises de décision. Donc, l'admission du Maroc doit se faire dans la poursuite de cet esprit solidaire. Elle ne doit pas constituer, comment dirais-je, une quelconque blocage ou rupture de cet élan solidaire qui existe entre les États africains. Nous allons célébrer le 17 février prochain le 28e anniversaire de l'UMA. Vous êtes ministre des Affaires maghrébines. Un ensemble qui n'avance pas. La faute à qui, monsieur le ministre? Pourquoi est-ce que l'UMA n'avance pas aujourd'hui? Vous savez, l'UMA, moi je ne dis pas la faute pour ne pas jeter la responsabilité sur les uns et les autres, mais ce que je peux dire, c'est que ce que l'Algérie a fait dans le cadre de la construction maghrébine. L'Algérie, comme tout citoyen algérien et vous-même, vous constatez les grands efforts qui ont été faits, par exemple dans le domaine des infrastructures. L'autoroute Est-Ouest, elle arrive jusqu'à la frontière marocaine. Une frontière fermée. Une frontière, elle arrive jusqu'à la frontière marocaine. L'autoroute Est-Ouest, elle arrive jusqu'à la frontière tunisienne. Nous avons l'axe Alger-Lagos,
La route est pratiquement terminée, il reste 220 km en territoire du Niger. Il y a des entreprises algériennes qui travaillent déjà, le montage financier a été fait, donc il y a de l'espoir pour que cette route soit terminée d'ici la fin de l'année. Imaginez uniquement le maillage qui se fait. Donc nous avons une approche sous-régionale dans le cadre des infrastructures. Et nous le faisons dans le cadre d'une construction régionale. Donc le Maghreb, bien entendu, fait partie de cette construction. Donc nous avons de la vision, nous avons de la projection dans l'esprit de l'intégration. J'ajouterais que c'est nous qui avons été à l'origine d'idées qui aujourd'hui font l'objet de discussion, faire de l'intégration par l'économie. Si on a des difficultés politiques, l'économie peut, si vous voulez, ouvrir la porte à une intégration économique. Et nous avons proposé une communauté économique africaine, c'est une proposition algérienne. Nous avons fait des propositions pour avoir des politiques communes. Il y a certains problèmes qui nous interpellent, il y a le problème de l'eau, le problème de l'énergie, le problème de l'agriculture, de la lutte contre la désertification, etc. Donc nous avons dit, nous devons mener des politiques communes pour faire à travers l'économie l'intégration. Bon, c'est toujours sur la place. Vous dites qu'aujourd'hui, le processus est en panne. Nous, on s'est réunis il n'y a pas longtemps. J'ai reçu le secrétaire général de l'UMA il y a quelque temps. Ce que j'avais demandé à Tunis lors d'une réunion informelle entre les ministres des Affaires étrangères de l'UMA, c'est de penser à la refondation de l'UMA. L'UMA d'aujourd'hui doit s'adapter aux grandes mutations qu'a connues le monde, qu'a connu notre région. Il y a donc urgence à ce qu'il y ait une réflexion, et j'avais demandé au secrétaire général de nous préparer tout un dossier sur une approche nouvelle, d'abord notre position en tant que région, ensuite c'est quoi l'intégration économique, c'est quoi le Maghreb, c'est quoi même les problèmes identitaires. Nous sommes amazirs, nous sommes arabes, nous sommes musulmans, donc toutes ces questions font l'objet aujourd'hui d'une réflexion qui sera soumise au ministre lors d'une retraite peut-être courante de février à Tunis pour en parler. Et en parlant de la Tunisie, le président de la République a reçu il y a quelques jours Rachid El-Ghannouchi, le chef du mouvement Nahda. Vous étiez présent à cette audience, Monsieur le Ministre. Quel regard porte l'Algérie aujourd'hui sur le processus politique en Tunisie, puisqu'il faut le dire, l'Algérie a beaucoup rapproché les points de vue? Ghannouchi est venu à Alger dans le cadre de visites régulières et périodiques, tout comme le président de la République a reçu il y a quelques jours le président Beji Caid Essebsi. Donc il est tout à fait normal qu'entre des pays comme l'Algérie et la Tunisie, qu'il y ait des relations à tous les niveaux, au niveau des chefs d'État, au niveau des ministres. Il y a une dynamique, une très grande dynamique dans les rapports entre l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie a beaucoup contribué, le président lui-même s'est beaucoup investi dans le rapprochement des vues entre les différents partis, notamment entre Nahda et également l'Ida à Tunis. Aujourd'hui, la Tunisie, qui a des traditions quand même, la Tunisie a un État, ils ont des traditions, a su surmonter la difficulté au plan politique par une politique de consensus, d'un large consensus. Nous l'avons fait nous-mêmes. Quand le président de la République a été élu en 1999, a été élu de manière très confortable, etc. Il aurait pu faire un gouvernement avec deux partis politiques qui avaient la majorité absolue. Au niveau du Parlement, il aurait pu le faire avec le FLN et le RND. Il a fait un gouvernement de large consensus, un gouvernement qui a été ouvert à des partis comme Nahda, comme Hamas à l'époque, comme le RCD. Donc il fallait, parce que quand vous êtes dans une situation de difficulté, quand vous voulez remettre de l'ordre dans la maison Algérie ou la maison Tunisie, quand vous voulez vous projeter dans l'avenir, il faut qu'il y ait un large consensus. Et je crois que c'est l'approche la plus sage, c'est d'appliquer tout le monde, parce que tout le monde est impliqué non seulement dans l'élaboration des stratégies, mais surtout dans la mise en œuvre de ces stratégies. Donc la voie choisie par la Tunisie est une bonne voie, et l'Algérie a apporté beaucoup de contributions à cela. Nous faisons beaucoup à côté, dans le domaine économique, donc les échanges. Cette année, le fait que la Tunisie ait été boycottée par le tourisme, par beaucoup de pays, on a battu le record.
les statistiques que nous avons au 31 décembre, 1 800 000 Algériens ont visité la Tunisie. Donc ça a un peu boosté, si vous voulez, ou permettre donc au secteur du tourisme sur lequel repose l'économie tunisienne, comment dirais-je, donc là, il y a eu un apport, même du citoyen algérien par solidarité. Nous le faisons également dans la lutte antiterroriste. Il y a des mécanismes de concertation réguliers avec la Tunisie, que ce soit au plan militaire ou sécuritaire. Donc beaucoup de choses se font avec ce pays voisin. Alors un des grands dossiers qui intéresse beaucoup la diplomatie algérienne, Monsieur le ministre, c'est évidemment le dossier malien. Est-ce que le principe de partage du pouvoir, oui, partage du territoire, non, est aussi valable pour la question malienne aujourd'hui? Absolument, il est plus valable et il est plus d'actualité que jamais. Nous avons toujours, comme je l'ai dit, nous n'avons pas de politique interventionniste, on ne s'intéresse pas d'une manière physique, présente dans la vie d'un pays. Les peuples ont les capacités de régler leurs problèmes. Nous-mêmes, nous l'avons vécu. C'est aux Algériens de régler les problèmes de l'Algérie, c'est aux Maliens de régler les problèmes du Mali, c'est aux Libyens de régler les problèmes du Mali, mais il ne faut pas qu'il y ait d'interférence ou d'ingérence dans leurs affaires. Donc il y a un processus né de l'accord de Bamako, ce qu'on appelle le processus d'Alger. Il faut le mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'un accord ne vaut que s'il est mis en œuvre. Pour qu'il soit mis en œuvre, il faut qu'il y ait de la volonté pour le mettre en œuvre. C'est vrai, nous, notre approche a été toujours le partage du pouvoir, oui, le partage du territoire, non. Aujourd'hui, il y a des agendas qui prônent la fragmentation, des pays qui éclatent. Les exemples sont nombreux, je ne veux pas citer de nom, mais voyez une carte du monde arabe, comment il est en train de se déchirer, parce qu'il y a de l'ingérence, il y a de l'intervention. Et il y a donc des velléités de partage du territoire dans certaines situations. Donc nous avons toujours prôné, et nous maintenons que le salut du Mali vient justement dans le cadre du renforcement de son unité, renforcement de la présence de l'État au nord, etc. Donc tout ça, appartient aux Maliens. Et il appartient aux Maliens de négocier entre eux et de voir comment faire avancer l'idée de la consolidation et le renforcement de l'État malien à tous les niveaux. Un processus mis à mal avec l'attentat de Gao, 77 morts. C'est une mauvaise nouvelle pour le processus de paix au Mali qu'il y ait ce genre d'attaque terroriste, Monsieur le ministre? Vous savez, les attentats continueront dans toutes les régions du monde lorsque l'État est faible, lorsque l'État est inexistant. Nous, on a toujours dit qu'il faut que l'État soit un État fort, capable et juste. Donc l'État de droit, c'est ça. L'État doit être fort. Si l'armée malienne est absente au nord, c'est pour des raisons de non-application de l'accord. C'est pour ça que nous voulons que l'accord soit appliqué. Si elle était présente, il y aurait moins d'activités terroristes. Si en Libye, l'État est présent et se déploie partout, il y aura moins d'actions terroristes dans ces États. Donc, l'urgence, c'est de faire aboutir le processus pour que l'État puisse retrouver son rôle de défense du territoire et par là même de lutte contre le phénomène du terrorisme. Vous savez, avec la présence de la MINUSMA, la présence d'autres forces étrangères, les actes terroristes se sont multipliés ces derniers temps. Et puis, ils prennent beaucoup plus d'espace. Aujourd'hui, les attentats sont à Gao, ils sont à Tombouctou, ils sont à Bamako, ils sont à Ouagadougou, ils sont au Grand Bassam. Le Niger est constamment harcelé par des attentats. Donc là aussi, il faut que les stratégies soient cohérentes. Il y a trop d'interférences, il y a trop d'initiatives. Il y a les Nations Unies, il y a ce qu'on appelle le G5, il y a, vous savez, plus il y a d'initiatives et moins le processus puisse aboutir. Mais il faut que les Maliens prennent conscience qu'il s'agit de leurs problèmes et que c'est à eux et à eux seuls d'en trouver les solutions. Qu'on les accompagne. Nous le faisons. Oui.
On l'accompagne dans la formation, dans le partage de renseignements, dans un soutien logistique, dans la mesure de nos moyens, mais la responsabilité, elle est avant tout malienne. Monsieur Msahel, vous êtes le seul ministre arabe qui s'est rendu à Damas ces 3 dernières années. Vous avez rencontré le président syrien Bachar al-Assad, vous avez fait une déclaration très importante là-bas. Une visite qui a été moyennement appréciée, et surtout par certains cercles qui ont regretté le fait que l'Algérie ne garde pas sa neutralité. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela, ou est-ce que vous teniez à aller à Damas et à délivrer ce message de soutien du gouvernement algérien? Moyennement apprécié, c'est que vous qui le dites. Si je parle de l'Algérie, ma visite, j'étais porteur d'un message du président de la République. Elle était bien appréciée en Algérie. J'ai fait une visite à Damas, pas un opposant syrien n'a critiqué ma visite. C'est rare que cela puisse arriver. Mais en fait, de quoi il s'agissait? Je me suis rendu en Syrie, c'était à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance de la Syrie. Vous savez, toute la symbolique autour de l'indépendance et de la liberté. Donc, c'était un témoignage. La solidarité de l'Algérie envers un peuple, le peuple syrien, qui nous a accompagnés pendant la guerre de libération. Quand je pose la question à mes aînés, les premiers passeports, la délégation algérienne qui est rentrée aux Nations Unies en 1955, ça avait des passeports syriens. Ça aussi, ça fait partie un peu de la symbolique. Le message, c'était quoi aussi? C'était un message de solidarité avec le peuple syrien dans sa lutte contre le terrorisme. Il va de soi que l'Algérie ne peut être que solidaire avec les peuples confrontés au terrorisme. Et le troisième message a été, et bien perçu d'ailleurs, qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue intersyrien et à la réconciliation nationale. Donc c'était ça, vous voulez, les 3 messages. Ça a été bien apprécié, je vous dis, y compris par les Syriens eux-mêmes, mais également par l'environnement immédiat, par notre opinion publique. Et je vous ai dit, il n'y a pas eu une seule voix en Syrie qui s'est levée pour dire pourquoi un misragien s'est rendu à Damas. Et le temps nous donne raison. Tout comme passé à Alep notamment, tout ce qui se passe maintenant, que les gens reviennent à une table de négociation, et que la négociation se fait entre les Syriens, bien qu'elle soit parrainée par les Nations Unies ou d'autres puissances, mais c'est une affaire d'abord des Syriens, et ensuite, tout le monde s'est rendu compte qu'il n'y a pas de solution en dehors de la négociation et du dialogue et la solution politique. Et que pour la première fois, ça, nous l'avons toujours défendu comme point de vue. Vous savez, les questions de représentation, définitivement, la souveraineté appartient au peuple. À tous les peuples, la souveraineté. Et le choix de leurs dirigeants, c'est également, ça appartient au peuple. Par des élections et par les urnes. C'est le peuple syrien qui décide de l'avenir à travers les voies démocratiques, qui désigne ses dirigeants, et c'est valable pour tous les pays du monde. Une dernière question, Monsieur le Ministre. Vous êtes ministre des Affaires africaines, on ne peut pas ne pas vous parler de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie sort par la petite porte. Est-ce que vous êtes déçu? Bien sûr, comme tout Algérien, je suis déçu. Je suis déçu parce que, bon, c'est le hasard, c'est le coaching, on a un bon groupe, on pense aller, on est loin, mais bon, le football c'est ça. Et puis aujourd'hui, je ne suis pas un spécialiste du football, hein, mais toutes les équipes africaines se valent, donc au départ, tout le monde a les mêmes chances. Ça ne va pas altérer l'image de l'Algérie en Afrique? Non, pas du tout, bien au contraire. Bien au contraire, l'Algérie est un pays profondément africain. L'Algérie a sa grande place en Afrique. Moi, il n'y a pas un pays que je visite où je ne trouve pas des anciens d'Alger, des gens qui ont été formés chez nous. Nous avons formé plus de 60 000 cadres à différentes échelles. L'Algérie est très présente, même très présente à travers la symbolique. On parle de jeunesse. Est-ce que vous savez que le 1er novembre est célébré dans tous les pays africains comme étant le jour de la jeunesse africaine? Et c'est
un exemple de reconnaissance à la lutte du peuple algérien. La lutte, pour le moment, a été faite par des jeunes. Donc l'Afrique a choisi le 1er novembre comme étant la journée de la jeunesse africaine. C'est toute la symbolique. L'Algérie est très présente en Afrique. Aujourd'hui, nous commençons à avoir des capacités pour exporter. Nous avons de la vision. Le transsaharien fait partie de cette stratégie. Vous imaginez un produit qui part d'Alger jusqu'à Lagos, il met 7 jours. Aujourd'hui, s'il va par la voie de la mer, il met 1 mois et demi, sans compter le fait du débarquement n'est pas évident. Des fois, des bateaux qui restent en rade 2 mois avant de déposer de la marchandise. Donc, si vous voulez, cette transsaharienne va permettre à l'Algérie, et surtout aux produits algériens, pour ceux qui ont les capacités de... Et c'est un grand marché. Le continent africain est un continent émergent. Nous sommes dans un voisinage de 350 millions d'habitants. Je crois qu'il y a des possibilités pour les entreprises algériennes, pour peu qu'elles aient les capacités d'exporter, de trouver le marché. Notre rôle, c'est la construction de la route, ça revient à l'État. Notre rôle, c'est l'encadrement, c'est-à-dire avoir des accords avec ces pays pour faciliter les échanges, la non-imposition, la non-double imposition, la garantie des investissements, ça c'est nous. Maintenant, c'est à l'entreprise algérienne d'investir un marché très porteur. Et un petit pronostic? Qui va gagner la Coupe d'Afrique? Maroc, Tunisie, Cameroun? Vous souhaiteriez que ce soit qui? Voilà, j'ai aucune idée. Même pas un pays maghrébin? Si? Je souhaite que ce soit un pays maghrébin, bon. Mais oui, il y a tellement de... Moi, je pense que des pays... Vous voyez, la Côte d'Ivoire qui était... qui a été éliminé par le Maroc. Qui est éliminé hier. Un pays comme la Guinée-Bissau qui n'a jamais pris part face à un parcours honorable. Un pays organisateur avec toutes ses vedettes, le Gabon, qui se fait éliminer au premier tour. Bon, c'est surprise, pronostiquer, c'est s'aventurer. Après Adem Sahel, ministre des Affaires maghrébines de l'Union africaine et de la Ligue arabe, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.